Eh bien, bonsoir et merci d'être venu pour célébrer Amal. On vous présente Joyce Blow, qui a connu Amal au Caire dans les années 50, en prison, parmi une dizaine de femmes, et elle nous racontera ces moments. Donc, Christian Jouret, qui est mon remplaçant en fonds de notation, qui fait partie de notre conseil d'administration, et qui connaît Joyce Blow de par ses activités, et qui a été le contact pour ces retrouvailles assez incroyables. Et donc, Maya Abdelnour, une petite cousine d'Amal, petite cousine du côté, on peut dire, syrien, puisque la famille d'Amal est partie en Irak et la famille de Maya est partie en Syrie. Voilà, et donc, tout le monde connaît, je pense, ou pas encore, mais Pascal Audil, directeur du fonds de notation, qui est le commissaire de l'exposition. Nous avons trois zones importantes dans la création moderne, peut-être contemporaine de l'époque. Il y a trois pays qui se discernent, l'Irak, le Liban et l'Égypte. Ce sont les trois lieux où la création artistique effectivement était la plus dynamique, que ce soit à la chute de l'Empire ottoman jusqu'encore une fois les années 60-70. On a trois écoles différentes à vrai dire. En ce qui concerne l'Irak, et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de traces de femmes artistes dans cette partie-là de la région avant les années 50. Par contre, du côté du Liban et de l'Égypte, c'est une situation un peu différente. Et c'est pour ça que je vais m'attarder 2 minutes là-dessus. C'est que ce sont des pays dans lesquels la notion de femme artiste n'a pas été un handicap. Or, ça a souvent été le cas. On a l'exemple notamment en France où l'intégration des femmes artistes aux Beaux-Arts, quelque chose qui a été quand même relativement tardif comparé à l'ouverture des Beaux-Arts en eux-mêmes. Et dans ces pays-là, donc en tout cas au Liban, la femme artiste n'a jamais été contrainte, bien au contraire. Pour une raison très simple, et qui se trouve être un peu similaire aussi en Égypte. Se sont retrouvés avant tout comme apprentis, en tout cas comme jeunes artistes dans ces beaux-arts, des jeunes filles qui étaient issues de la bonne société et qui ne sont pas rentrées aux beaux-arts dans l'idée de faire une carrière professionnelle, mais plutôt comme un passe-temps, et ce qui fait que les artistes masculins, eux, les ont plutôt acceptés, tolérés, et même portés d'une certaine manière, puisque eux rentraient aux Beaux-Arts dans l'idée d'avoir une formation parfaite, et donc de pouvoir vendre, en sortant des Beaux-Arts, vendre un produit qui était considéré comme de qualité, avec un savoir-faire, alors que les femmes artistes sont allées plutôt vers une avant-garde et vers de nouveaux supports, parce que la notion de commercialisation ou de vente ne rentrait pas dans le sujet. En Égypte, il en va de même. On a essentiellement des jeunes femmes de bonne famille qui intègrent les Beaux-Arts. Et là, la situation est un peu différente dans le sens où on va avoir, premièrement, l'ouverture des Beaux-Arts de Zamalek dans les années 20, qui est une nouvelle école. Et ces Beaux-Arts de Zamalek vont s'ouvrir sous le couvert d'un mouvement qui s'appelle Art et Liberté. Et Art et Liberté, ce mouvement qui a été créé à partir de 1936-1937, était pour les Égyptiens la possibilité de prendre part au conflit européen, c'est-à-dire aller vers une peinture figurative mais traitant du peuple, était une possibilité de s'opposer au fascisme et au nazisme. Amal, quand elle va rentrer aux Beaux-Arts, Art et Liberté est déjà sur le déclin. Apparaît un nouveau mouvement qui lui s'appelle Art contemporain, dont les deux maîtres vont être Ramsès Younan, qui a vécu en France, qui est décédé en France, et Inci Eflatoun. Ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est plutôt Inci Eflatoun, parce que Inci Eflatoun a été, vous le savez, donc, Amal a été incarcérée, elle a été prisonnière politique, puisqu'elle était communiste, et elle a été arrêtée pour cela, avec son frère jumeau, Soued, et ils ont été enfermés pendant 2 ans à la prison de la Citadelle, face à face en fait, puisque la prison des hommes, comme nous l'a expliqué Joyce la dernière fois, était vraiment face à la prison des femmes. Donc on a notamment un tableau important de Amal, puisque encore une fois Amal a pu peindre quand elle était en prison,
On voit une prisonnière de droit commun porter un enfant devant la fenêtre au barreau pour lui montrer certainement son père ou son oncle, mais en tout cas quelqu'un qui était dans la prison des hommes en face, et une autre prisonnière au premier plan qui est en train d'allaiter son enfant. Donc elle nous montre en plus l'univers social de la prison. Mais sachez que le gouvernement égyptien vendait ces œuvres. C'est-à-dire que les œuvres que Amal et Enji ont peint en prison sont des œuvres qui ont été vendues par le gouvernement égyptien et par les prisons égyptiennes. La prison fournissait effectivement des matières premières, de la toile, des pinceaux, et les prisonnières de droit public, comme nous l'expliquera Joyce, n'étaient pas incarcérées de la même manière que les prisonnières politiques. Et ça, je pense que Joyce nous parlera aussi. Que les prisonnières de droit commun. De droit commun, oui, tout à fait. Ça, Joyce nous parlera de son expérience. Et Amal, donc, va même encore participer à une dernière exposition à sa sortie de prison, donc entre 50, on ne sait pas trop si l'exposition a lieu en 56 ou 57, il n'y a pas de date sur le tampon, mais c'est la dernière exposition officielle qu'Amal va faire en Égypte. À partir de ce moment-là, son périple va la mener jusqu'en Libye, et puis elle va arriver en France. Et là, de nouveau, un questionnement pour Amal. De toute évidence, la peinture dans laquelle elle croyait, celle du mouvement d'art contemporain au Caire, ne lui correspond plus. Représenter la vie sociale, les bars, les cafés égyptiens, ces atmosphères, de toute façon, elle ne les voit plus et ce n'est plus dans son intérêt. Elle rentre aux Beaux-Arts, d'abord elle suit les cours du soir de la ville de Paris. On a une très jolie lettre de Lesboni, qui était professeur à l'époque, qui dit, mais avec le talent qu'Amal a, elle ne peut pas continuer simplement à travailler l'après-midi, la journée et venir le soir en cours de dessin. Il va demander ce qu'elle obtienne une bourse. Bourse qu'elle va obtenir, elle rentre chez Albert Lenormand, qui est en fait un fresquiste, peinture murale et fresque. Et là, de nouveau, un retour un peu à la peinture. Et on a d'ailleurs les deux gouaches qui sont les esquisses, non pas les esquisses, les études pour la fresque de diplôme qu'elle a obtenue. Mais ça ne l'intéresse plus. Elle va d'abord essayer de trouver d'autres manières de peindre, plus industrielles, plus mécaniques, plus proches de la machine. Elle va s'intéresser aux tampons, vous en avez quelques exemples. Elle va d'abord s'intéresser aux tampons, et même les tampons eux-mêmes, le choix des tampons utilisés en cartage ne sont pas des choix anonymes. Et si vous regardez bien, vous verrez que parmi les tampons, il y a notamment un qui essaie de retourner sur un visage, quelque chose de figuratif. Ça sera peut-être la dernière attache dessinée, entre guillemets, d'Amal par rapport à cette période-là. Et elle découvre enfin la photocopieuse. Et là, le sujet ne peut plus être l'autre, le sujet c'est elle. C'est elle, et ça devient, alors dans un premier temps, son corps qui va lui permettre de créer des sortes, pas d'épopées, mais d'histoires. Elle va raconter des histoires comme le Darwish Turner, la grand-mère palestinienne. Elle va à chaque fois se rattacher à des petits titres qu'elle va attacher en même temps que la présentation de sa technique, qui est très importante pour elle. Mais il n'y a plus de discours politique, il n'y a plus de discours social. À partir de ce moment-là, c'est son corps qu'elle met en avant. Corps morcelé, bien sûr, puisque impossible de mettre la totalité du corps sur la photocopieuse. Donc, on va avoir un sein, on va avoir un visage, on va avoir des cuisses, on va avoir même des morceaux plus intimes. Mais ça ne peut jamais être un corps dans sa totalité. C'est un corps morcelé, c'est un corps découpé. Et ça, c'est ce qu'elle va faire jusqu'à que la Rank Xerox, la dernière la Rank Xerox couleur, ne fonctionne plus et soit remplacée par les Canon. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez remarquer sur les photocopies d'ailleurs, c'est qu'elles ont toutes un format identique, elles sont toutes très étroites et tirées en longueur, ça c'est la première chose, parce que les papiers photocopiés à l'époque étaient en rouleau, donc c'est toujours le même rouleau et la même largeur. Deuxièmement, le mécanisme de la Rank Xerox fonctionnait comme un thermoformage, c'est-à-dire que la couleur était chauffée au moment de l'impression. Ce qui fait que lorsque vous les regarderez de près, vous verrez qu'elles ont un côté un peu lisse et brillant, comme si elles avaient été cirées. Mais c'est simplement la cuisson qui a permis en fait, la solidité de la couleur sur le papier. Et à partir de là, une fois qu'elle va terminer avec cette photocopie couleur, elle va passer à autre chose, elle va passer à l'affichisme, elle va passer à ses grands textes explicatifs, narratifs, où elle raconte ses expériences personnelles qu'elle va agrémenter de photocopies découpées. Et puis il y aura, pour terminer,
ce que j'appellerais l'art du slogan, c'est-à-dire que Amal descend dans la rue, Amal crée des affiches effectivement pour la cause palestinienne, elle se rattache vraiment à ça. Il y a des affiches, on a des affiches dans la collection avec des portraits d'Arafat, enfin, on sent il y a une énergie énorme dans tout ça pour Amal. Et la dernière pièce que malheureusement qui est présentée, mais nous avons que des photos et des dessins, c'est la fameuse installation de déséquilibre qui était dans son jardin, qui symbolise véritablement la situation politique de la région, ce déséquilibre instable qui fait que les choses peuvent basculer, et malheureusement nous en sommes témoins. Voilà ce que l'on pourrait dire sur l'ensemble de l'œuvre d'Amal. Maintenant, Amal n'est pas la seule artiste palestinienne de sa génération à avoir eu une carrière internationale. Il y a notamment Samia Alabi, qui est une artiste palestinienne qui est partie, elle, aux États-Unis et qui malheureusement a vu sa rétrospective à l'Université de Columbia, où elle enseigne maintenant depuis plus de 40 ans, avoir été annulée il y a un an, à cause de la situation. Samia Alabi, qui est une peintre abstraite, peintre abstraite colorée, il n'y a strictement rien de renvoyé. Elle a peut-être été dans la cause et dans la revendication, mais son travail ne l'indique absolument pas. Je vous invite à aller voir l'exposition. Effectivement, vous savez qu'il y a une exposition des arts modernes, présence arabe, où nous avons une pièce d'Amal qui est présentée. Mais l'exposition a cet avantage de montrer toute la diversité de la création au Moyen-Orient sur cette période. La période commençant un peu avant quand même, puisque ça commence avec Khalil Gibran, donc au début du XXe siècle, et jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Mais ça montre quand même que les artistes de cette région ont eu un goût pour la nouvelle technologie, les nouvelles techniques. D'ailleurs, l'installation, la pièce d'Amal est présentée avec une vidéo de Miguel, une vidéo absolument exceptionnelle sur le corps de la femme et l'acceptation de l'acceptation. C'est deux œuvres de 1974. 74, toutes les deux. Et de l'autre côté, il y a la vidéo de Mona Hatoum, qui est quand même une des grandes aussi de la création contemporaine palestinienne. Les technologies, les nouveaux médiums, c'est quelque chose qui a toujours intéressé aussi cette région-là, et notamment pour s'exprimer. Moi, je ne peux parler que d'une période très, très précise, la vie d'Amal en prison. Et quels sont vos souvenirs, justement? Tout à fait, Jackson. Oui, dites-nous. Bon, je commence. Bon, j'espère que vous n'êtes pas très choqués du fait que j'étais en prison. Il y a des gens qui peuvent penser que ce n'était pas très bien d'être en prison. Pour la bonne cause. Mais j'avais 22 ans. Et j'avais envie de changer le monde. Avec un monde plus juste. Et la guerre, c'est la guerre. C'est le génocide de 6 millions de juifs en Europe qui m'a vraiment très bouleversée. C'était ça et qui a été le moteur de ma vie. J'avais 15 ans, 16 ans quand non, j'avais même plus jeune. J'avais 13 ans lorsque j'ai appris ce qui s'est passé en Europe. J'étais en Égypte. C'était pas... Donc, je suis arrêtée en octobre 1954 et je rentre en prison et je suis la police pendant 2 jours, puis je rentre en prison et je rencontre des personnes que je ne connaissais pas qui appartenaient à d'autres groupes militants que moi. Et parmi eux, parmi ces jeunes femmes, il y avait Amal Abdelnour, avec qui je crois que j'ai sympathisé rapidement. Elle avait quoi, 23 ans, 24 ans, elle était toute jeune aussi. Nous étions tous jeunes, nous étions beaux, nous étions magnifiques, et nous voulions changer le monde. Et là, elle m'a dit, tu sais, j'aime la peinture. Et moi, j'ai dit, tout va bien, on va essayer de trouver des solutions, et on trouve toujours des solutions. Dans cette prison,
en fait, c'était une prison qui n'existe plus aujourd'hui. On l'a rasée. C'était un bâtiment qui était coupé en deux. Il y avait une section masculine et une section féminine. C'est là où notre ami disait qu'on montrait les bébés. Il y avait un endroit qui était les douches, les toilettes douches. C'était ouvert, et là, on voyait les hommes, et comme nous avions, c'était strict, nous devions nous baigner de telle heure à telle heure. Alors les hommes savaient que nous étions là. Alors ils venaient, le frère, la sœur, venaient voir sa sœur. Moi, par exemple, on avait arrêté mon jeune frère avec moi, et mon jeune frère était toujours là pour me dire salut, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'était le cas aussi du jumeau d'Amal, qui était toutes les femmes, nous étions là, les 5-6 femmes, et on saluait les messieurs. Est-ce que ça vous intéresse de savoir qui entourait Amal à cette période? Ben oui, dites-nous quelques mots quand même. Dites-nous quelques mots de vos souvenirs. Alors, d'abord, nous n'étions pas nombreuses. Nous étions 6, 7, quelquefois 5. Je vous raconterai un peu ça. Mais la prison était... Nous avions des cellules, chacune était dans une cellule, et le reste de la prison était destiné aux femmes de droit commun. Et c'était vraiment très intéressant. Expliquez aux enfants le droit commun. En un mot, c'était la différence entre les prisonniers politiques, vous étiez des prisonniers politiques, et avec un autre régime que les prisonniers, que les voleurs ou les assassins. C'était une des grandes écoles pour moi. J'étais j'allais à l'école française, à l'école anglaise. Je vivais peu avec l'Égyptien. Et là, j'ai tout appris en prison. J'ai tout appris. Alors, les dames venaient, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. J'avais 2 dames venaient tous les jours pour me nettoyer ma cellule, qui était une cellule. Et alors, elles restaient par terre, moi je restais près d'elles, elles me racontaient leur vie. Et c'était pour moi quelque chose, je ne savais rien. Et des choses très très bouleversantes. Et j'apprenais, c'est comme ça que moi j'ai appris ce que c'était l'Égypte et le sort des femmes en Égypte. Je vous donne un exemple, ça vous intéresse? Une jeune femme, elle avait 16, 17 ans, 18 ans, elle était toute jeune. Je lui ai demandé pourquoi tu es en prison. Elle dit que j'étais une mule, je transportais de la drogue. Il y avait un monsieur qui utilisait la femme pour transporter la drogue. On l'attrapait à elle, on était condamné à 25 ans de prison. 25 ans. Et ce monsieur se remariait, il prenait une seconde femme, elle faisait la mule, et la seconde femme se retrouvait en prison avec 25 ans de prison. Ce monsieur avait 3 femmes en prison. Alors, moi, révoltée, on voyait une jeune femme de 22 ans, j'allais voir le directeur de la prison, en disant, mais voyez, c'est injuste. Pourquoi vous condamnez à 75 ans de prison 3 femmes et l'homme est toujours en liberté. Et le directeur me disait, madame, mon rôle à moi, c'est de gérer la prison, ce n'est pas de faire le jugement. Et avec Amal, bien sûr, on discutait beaucoup. Dans cette prison, à mon époque à moi, il y avait une Égyptienne qui s'appelait Aleya Taoufik, je me rappelle très bien d'elle, qui a été arrêtée parce que son mari était un officier libre, un compagnon de Nasser, mais en conflit avec Nasser. Alors on a mis ce malheureux Taoufik en prison, et on a mis sa femme en prison. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle râlait, elle était vraiment furieuse. Et nous vivions, vous m'avez demandé si
Amal a été torturé. Non, il n'y avait pas de torture. On n'a pas été torturé, mais nous devions suivre les règlements. Et les règlements, c'était se lever à telle heure, aller se baigner à telle heure, revenir, fermer, etc. En tout cas, les prisonnières politiques n'ont pas été torturées, mais par contre, les prisonnières de droit public, c'était une autre situation. Droit commun, pardon. Et pour quelle raison Amal a Je ne suis pas sûre qu'ils étaient... Militantisme communiste. Amal décrit une torture qui était entre guillemets, la chef de prison, faisait poser les pieds sur la table. Donc les femmes devaient être donc allongées sur le dos, les pieds posés sur la table, on leur tapait le plan des... Oui, ça c'était oui. C'est les seules choses dont parle Amal. Je n'ai pas assisté. Ah non, non. De cette correspondance. Et Amal, avec nous, elle vivait tout cela. Et c'est vrai qu'on leur fournissait du papier, le matériel pour sa peinture, à condition qu'elle leur donne le résultat de sa peinture et qu'il vendait, et avec l'argent, on lui procurait. C'était un échange. Et elle acceptait ça parce que ça lui permettait de travailler. Elle avait la possibilité aussi de racheter, si elle voulait, les tableaux, comme Inji et Flatoun, elle avait la possibilité de racheter les tableaux si elle voulait. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et ça se passait bien. J'ai une question. Il y avait quoi à manger en prison? Qu'est-ce qu'il y avait à manger en prison? Alors, le matin, tu veux savoir? Bon, le matin, on nous donnait... c'était pas... Il y avait un seau de pain, il y avait beaucoup de miel, du miel égyptien, il y avait du miel, et un bol de café, ou de café, un semblant de café. Mais c'était très bon. Une eau teintée. Quand on a 20 ans, on mange tout. Et à midi, on donnait à manger un plat avec du pain. Et le soir, il y avait un plat avec du pain. Mais tu veux que je te raconte? Alors, mais comme on n'avait pas grand-chose à faire, on mangeait. Alors, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de kilos. J'ai pris 20 kilos. Et il fallait accepter cette situation. C'est pour ça que on n'était pas... Bon, c'était la prison, mais on s'accommodait. Et avez-vous connu le peintre communiste Ishak Williamson? William Ishak. William Ishak ou Ishak? Oui, qui en fait, d'après Amal, a embrigadé, enfin, a converti au communisme Amal et son frère jumeau. Vous avez connu cet homme? Non, d'accord. Non, parce qu'il était déjà emprisonné depuis 1 an. Oui. William va faire 10 ans de prison. Parce qu'il aurait volé des pièces mécaniques d'une imprimerie pour publier la publication du journal communiste. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez Amal, c'était donc je dirais ce va-et-vient permanent entre ce qu'elle était, son caractère, sa personnalité et son travail artistique. La première chose qui m'a frappé, c'était son côté, je dirais, libertaire, presque révolutionnaire. Quand on est une femme, dans les années 50, 60, quand on est une femme arabe, palestinienne, et qu'on se met nu sur une photocopieuse, qu'est-ce qu'il y a de plus révolutionnaire et de transgressif que ça? C'est quelque chose d'absolument extraordinaire à l'époque. Aujourd'hui, ce serait peut-être banal, mais ça n'était pas à l'époque. C'était pas du tout dans sa culture, c'était pas du tout une caractéristique du Proche-Orient. Et je trouve qu'il y a quelque chose de subversif dans le caractère d'Amal qu'on retrouve dans les reproductions qui sont ici. C'est productions, pas des reproductions. Productions qui sont ici. La deuxième chose, c'est par définition, même si elle se voyait peut-être pas comme ça, c'est qu'elle était féministe. Elle était terriblement féministe dans son action. Je ne sais pas si elle avait un langage élaboré sur le féminisme. Alors, le féminisme à l'époque des années fin 60, début 70, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Mais en tous les cas, elle était féministe par l'utilisation
de son corps. L'art corporel à l'époque, c'est pas l'art corporel d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'art corporel, vous mettez un anneau dans le nez et puis vous faites de l'art corporel. C'est pas la même chose. C'est la mode. À l'époque, c'était pas la mode, c'est le contraire de la mode. C'était proprement révolutionnaire. Ça m'a frappé. Autre chose qui était son anticolonialisme. Alors, quand on est palestinien, c'est naturel d'être anticolonialiste. Le pays a été occupé. Al-Ramal a quitté avec sa famille avant la création d'Israël. Ils sont partis juste avant la création d'Israël. Mais elle a en permanence revendiqué, il y a des photos ici, sur le droit au retour des Palestiniens sur la terre de leurs ancêtres. Et donc son anticolonialisme se manifestait à différents niveaux. D'une part, elle manifestait dans les rues à Paris. Mayence, c'est quelque chose. Et donc on a des photos d'elle, on voit Amal avec droit au retour, Arafat, la Palestine, etc. Comment? Il y avait une pancarte voilà. que Laurent a portée, et elle était très lourde, et c'était marqué ONU, vous, USA, you, avec un pistolet et la carte de la Palestine. Voilà. Donc c'était l'une des formes de sa lutte anticolonialiste. Militante. Deuxième forme, qui était des affiches. Il y a quelques affiches là. Elle fabriquait des affiches de militantes à partir de collages, etc. Voilà une. Aujourd'hui, on va en prison avec ça, faites attention. Oui. Et donc, c'était une autre forme de son militantisme. Une autre forme que j'ai trouvée, là aussi vous avez des photos de son militantisme que j'ai trouvé à la fois dérisoire et grandiose. Devant chez elle, à Nogent-sur-Marne, devant son atelier, il y avait un sentier avec un terrain vague. Et là, elle avait installé tout un tas de pierres, de bouts de bois, de bambous, etc. Elle avait reconstitué une sorte de village palestinien, de territoire, colonie, etc. Et quand on lui demandait ce que c'était, elle commençait à expliquer, mais elle terminait toujours par dire, au fond, c'est la Palestine. Et donc, le droit au retour qu'elle revendiquait dans ses manifestations, en fait, elle l'exerçait chez elle. Dès qu'elle ouvrait la porte de chez elle, elle avait la Palestine devant elle. Elle était de retour dans la Palestine. C'est comme ça, en tout cas, que moi, je le percevais. Et je trouvais ça, c'est dérisoire, et puis en même temps, je trouve ça absolument fabuleux, que par l'imagination, elle était revenue chez elle, et elle revenait chez elle tous les jours. L'une des choses encore, c'est qu'elle était évidemment, par rapport à tout ça, c'est qu'elle était avant-gardiste, même si elle a eu une formation très classique au début, en Égypte, au Caire, dans le quartier de Zamalek, elle était aux Beaux-Arts. Ensuite, elle a continué les Beaux-Arts, peut-être que vous en direz deux mots. C'est Abraham Haddad qui a connu Amal, qui a rencontré Amal aux Beaux-Arts à Paris. Elle a eu une formation classique au début, mais elle s'en est vite sortie. Et alors, je terminerai là-dessus. Pour moi, il y a deux, et c'est encore la résonance que je trouve entre sa vie personnelle et sa vie d'artiste et de militantisme. Au fond, elle revendiquait deux choses, l'autodétermination et l'émancipation. Autodétermination pour elle-même, elle s'est fabriquée elle-même, elle s'est réinventée, elle a inventé son art, comme elle revendiquait une autodétermination pour les Palestiniens et pour les peuples en général. Parce que quand elle parlait d'autodétermination, ce n'était pas simplement pour les Palestiniens, c'était pour tous les peuples qui étaient opprimés. Et pour l'émancipation, c'était pareil. Elle s'est émancipée elle-même. Quand on se met nu sur une photocopieuse dans les années 60, c'est une sorte d'émancipation qui est radicale. Voilà. Et en même temps, elle demandait l'émancipation des autres peuples. Et ma conclusion, je dirais, c'est vous avez au Maghreb beaucoup de jeunes qui émigrent pour aller trouver une vie meilleure ailleurs. En particulier des Algériens qui traversent comme ils peuvent la Méditerranée et qui arrivent en France pour aller en France ou ailleurs. Ces jeunes qui partent et qui détruisent tous leurs documents pour ne pas être reconnus, pour ne pas être identifiés, on les appelle en arabe algérien Araga. Araga, ça veut dire des brûleurs de frontières.
brûleur de frontières. C'est une expression assez curieuse qu'on peut comprendre en français quand on dit brûler ses vaisseaux. C'est-à-dire se couper, on se coupe de tout pour s'éviter de revenir de là où on est parti. Et donc ces jeunes qui partent sont des brûleurs de frontières. Et je trouve qu'Amal était une brûleuse de frontières. Elle est passée au travers de toutes les contraintes qui lui étaient imposées par sa culture, par tout ce qu'elle avait vécu. Elle est passée de l'autre côté du miroir pour se réinventer elle-même. Et on voit comment elle s'est transformée. Pour moi, c'était une brûleuse de frontières. Merci. Bravo. Je suis la petite cousine d'Amal, donc mon grand-père, c'est le frère du père d'Amal. Donc mon père, c'est le cousin direct d'Amal. Et je fais partie de la famille qui est avec la guerre en Palestine, est partie en Syrie. On a vécu en Syrie. Moi, j'ai vécu en Syrie jusqu'à l'âge de 23 ans et je suis venue en France en 2000. J'ai rencontré Amal la première fois en 2001 ou 2002. Après, je ne l'ai pas revue avant 2006-2007, je pense. Et c'est là où je la voyais régulièrement, parce que j'allais chez sa sœur Aïda, quasiment tous les vendredis, ou tous les 2 vendredis. Sa sœur aînée de voilà. Combien d'années bon, sa sœur aînée, oui. Qui travaillait à l'UNESCO. Qui travaillait à l'UNESCO, et après le travail, je passais les voir, et Amal venait, et donc on discutait. Et c'est là où j'ai appris à connaître Amal pendant ces années-là. Donc... Qui est connu là. Ah oui. Et donc, à l'occasion de cette exposition, j'ai appelé Samia, qui est avec nous en visio, qui est la sœur d'Amal, la petite sœur, qui est en Égypte et qui nous suit avec sa fille qui est en Angleterre. Je pense qu'elle s'est joint à nous aussi. Voilà. Donc, j'ai préparé un texte. Il y a certainement quelques doublons avec ce qui a été dit, mais j'ai essayé d'intégrer les mots et les phrases d'Amal qu'on trouve dans ses œuvres ou qu'elle me disait. Donc voilà. Donc Amal est née à Haïfa, en Palestine, en 1931, dans une famille aisée, dont le père était auditeur dans une grande entreprise anglaise. Au sein d'une fratrie de 5, 3 filles et 2 garçons, et sœur jumelle de Souheil, qui avait une santé fragile et ayant elle-même une bonne santé, Amal, jeune enfant, n'avait pas eu beaucoup d'attention par la famille, contrairement à son frère. Donc j'ai recueilli quelques informations sur Amal, sur sa vie, par Samia, qui est avec nous. Mais Souheil a vécu très longtemps, puisqu'il n'est mort que très récemment. Voilà. Oui, tout à fait. Oui. Juste après Amal. Oui. Voilà. Et Aïda, juste avant. Oui. Les 3, les uns après les autres. Et donc, Amal, donc on a dit, elle n'a pas eu beaucoup d'attention par la famille. Elle n'aimait pas l'école, a redoublé 2 fois à 7 ans. Par contre, elle était pleine de vie, rigolote, sympathique, aimée par ses amis, mais certainement pas par les bonnes sœurs qui dirigeaient l'école. Une fois, il y avait un séminaire à l'école. Les bonnes sœurs ont souligné l'exceptionnelle attention, le calme et l'écoute d'Amal. Et pour une fois, ont exprimé leur satisfaction. Il s'est avéré qu'Amal dessinait le prêtre pendant le cours. En rentrant à l'école, un jour, une bonne sœur entend un bruit au-dessus de sa tête. Elle relève la tête et voit 2 culottes accrochées à un arbre. Amal et sa copine Saniha avaient grimpé l'arbre et s'y étaient installés. Le papa d'Amal, Khalil, est décédé d'une mort subite en 1943, laissant une bonne situation à la famille. En 1947, la famille part en Égypte pour y passer une petite dizaine d'années afin de permettre aux enfants d'étudier à l'université. Le projet par la suite étant de retourner en Palestine. La clé de la maison est restée avec l'oncle Youssef
pour en prendre soin. Il possédait une grande villa et une terre plantée d'oliviers, de caroubiers et de citronniers sur le mont Al-Karmel. La guerre éclata en 1948. La famille a tout perdu en Palestine, argent en banque et propriété. La situation économique de la famille a basculé. Les enfants étaient obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins. Amal a travaillé avec son frère Souel à peindre des jouets dans une usine de jouets, des chevaux de bois, des poupées. Aïda était institutrice le matin et tapait au dactylo l'après-midi. Farouk aidait dans une officine, il est devenu par la suite pharmacien, et Samia faisait des impressions sur des enveloppes dans une entreprise de communication. Après l'usine des jouets, Amal tapait au dactylo également. Elle a fait la connaissance d'un jeune William Isaac, peintre communiste. Elle est devenue communiste elle-même et était en prison pendant 28 mois. Elle avait 23 ans. Amal, populaire comme elle était, circulait dans les cellules de la prison, avait apparemment le droit de circuler et dessinait les filles, les voleuses, les prostituées, etc. Et bien sûr, devenait amie avec elle. Un jour, me racontait Samia, après sa sortie de prison, Amal était en famille dans une des rues de Caire. Et il y avait une prostituée debout qui attendait. Elle voyait Amal, elles se sont jetées l'une dans les bras de l'autre, et la famille d'Amal ne savait pas où se cacher. Amal a étudié les beaux-arts au Caire. Puis, elle a eu un contrat en Libye en 1961, à l'organisation FAO des Nations Unies. Food, oui. Où elle est restée 14 mois. L'art lui manquait. Amal a visité Paris et s'y est installée le reste de sa vie. Amal suivait les beaux-arts de Paris. Matin, peinture, après-midi, mosaïque et fresque. Elle a obtenu un diplôme de fresque en fresque art mural. En parallèle, elle suivait des ateliers de modèles vivants à la ville de Paris. Elle a obtenu un certificat de mérite. Elle a également eu une bourse du ministère de la Culture français pour faire des recherches artistiques. Depuis 1975, elle s'est installée à la Cité des Artistes à Nogent-sur-Marne. Pour toujours. En sa jeunesse, Amal pratiquait l'art populaire traditionnel, comme tu l'as expliqué. Par la suite, elle se posait la question sur l'art et sa crise. Comment vivre l'art à l'ère du temps? Comment créer dans l'art? Elle se révoltait et là, elle a commencé ses créations. Donc je vais citer les étapes avec les dates. Donc la photocopieuse, c'était en noir et blanc, 1970. Puis la photocopieuse couleur, où elle a utilisé le premier modèle de photocopieuse couleur Xerox en 1974 pour effectuer de l'art corporel en utilisant la lumière interne de la photocopieuse et la lumière externe du jour. Le physique en mouvement cyclique, 1980 jusqu'à 1986. La superposition de roc avec point d'appui de quelques millimètres. J'ai montré des photos des équilibres, de l'équilibre selon Amal, et qui libre, et des équilibres, le tout zigzagant vers le haut en stabilité. L'intifada vaincra. Amal aimait écrire. Elle était essayiste en 3 langues, français, arabe et anglais. 1991, elle est passée du froid au chaud, de la pierre au bois, le feu, le clair-obscur, cendre gris, la vieillesse, la mémoire. Pas de cendre sans feu, ni cendrillon, entre guillemets, ion, ni renouveau sans lumière. 1993, elle a parlé beaucoup de l'embryon. L'embryon qui est à l'écoute, qui ressemble à l'oreille.
Et d'ailleurs, quand Adam est né, j'ai envoyé un faire-part à Amal et à Aïda. Et quand je suis allée chez Aïda après, j'ai trouvé le faire-part avec un dessin d'embryon d'Amal avec l'oreille, qui ressemble à l'oreille, et c'est marqué « Allô, la vie, j'écoute ». Voilà, c'est pour ça que notre titre d'exposition est bien choisi. 1999, date importante. Amal a visité la Palestine après 52 ans de séparation. A retrouvé les gestes de l'enfance, a recueilli les os de Sèche, vestiges intérieurs mis à nu dans la Méditerranée de Haïfa. Amal a créé avec ses os, les a exposés par la suite. L'os de Sèche est devenu un embryon baignant dans un bocal. En ouvrant le bocal, l'os jaillit libre. Les os en mouvement dans le bocal, reflétés dans un miroir. Amal en a vu la danse macabre, la danse des os des ancêtres. À Jéricho, à la mer morte, qui n'était pas morte selon Amal, mais en mouvement permanent, Amal a recueilli les carapaces de sel, le sel solidifié au fil de centaines d'années, vestiges extérieurs de la mer, stalagmites en miniature à ciel ouvert. À travers des fils de fer barbelés d'un pays occupé, mer et ciel, annexés avec la complicité de la communauté internationale. Ô mer, le sel fossilisé, Ya Bahar, ô mer, mer, la mer, la maman et mère. Amal était très sensible, pleine de vie, très profondément humaine, solitaire et attentive à tous les détails autour d'elle. Elle était libre, le regard des autres n'avait aucune importance pour elle. Elle traçait son chemin, elle aimait la famille, elle adorait sa maman Hélène, qu'elle a dessinée à plusieurs reprises. Elle parlait très souvent de ses frères et sœurs et de ses neveux et nièces. Elle collectionnait les photos et souvenirs et gardait toutes les cartes de vœux, les mots de chacun, les sourires et les rires. Elle documentait chaque photo. Elle m'avait donné des photos à la pelouse de mon père qui avait 3 ans, mon oncle, ma tante et mes grands-parents. C'est unique. Elle aimait les animaux. Elle regardait souvent la nuit des émissions sur la nature et les animaux qui ne font pas mal, pas de mal. Les animaux qui ne font pas de mal. Elle était précoce dans le recyclage. Elle regardait toujours les objets traînant dans les roues, les déchets pour leur donner une deuxième vie. Tout devenait matière vivante à ses yeux. Amal défendait en permanence, ce que tu disais, les pauvres personnes. Que des manifestations pour les sans-papiers. Et pour l'Afrique, où le feu a été découvert il y a 1 400 000 ans. L'Afrique, c'est le fric. Alors, Amal aimait José Bové, révolutionnaire confirmé, défenseur de l'humanité, et Jean-Luc Mélenchon, qui combat tant pour l'humanité. Ami des Arabes et des Berbères, grande reconnaissance. Alors j'ai des affiches de manifestations sur voilà. Que le ciel est bleu, que le ciel est beau. Je cite quelques phrases qui nous faisaient rire avec mon mari. Mais que fait le Parti communiste? Et y a-t-il un médecin dans la salle? On n'a pas très bien compris pourquoi, mais elle répétait cette phrase, peut-être parce qu'elle voulait trouver un remède à ce monde. Que le ciel est beau. Et puis, j'aime beaucoup la phrase qu'elle a écrite sur quand elle a dessiné le kofia en noir et blanc, elle en a fait une chaîne et elle a mis l'humanité en chaîne et en os. Amal me demandait toujours si je pouvais ouvrir une galerie pour exposer ses œuvres. Et là, un grand hommage à l'enseigne Oudin qui a réalisé ce rêve. Bravo pour le travail effectué. Aujourd'hui, elle doit être heureuse.
La Palestine, Philistin, reste son adoré pour toujours. L'amour éternel est le combat quotidien. La finalité de tous ces textes donne le texte à Pascal, il va peut-être terminer. sa boussole. Ouais. Et voilà sa carte d'identité que j'ai trouvée chez elle, qu'elle a fabriquée. Je vous laisse regarder. La Palestine, Philistine, reste son adoré pour toujours. L'amour éternel est le combat quotidien, la finalité de tous ses textes et de toutes ses œuvres, sa boussole. Amal était unique, son combat est éternel. Oui, bravo. Merci.